Et aujourd'hui, donc, je vous parle de la production, du plan d'agriculture durable en lien avec les opportunités que vont amener les plantes fourragères. Donc, on sait très bien que la production agricole s'est spécialisée là, au cours des 10, 20, 30 dernières années. On entend souvent parler de production laitière, porcine, bovine, mais c'est vrai aussi au niveau des productions végétales. Et alors que dans les années 70-80, les productions fourragères et les pâturages occupaient plus de 50 des superficies en culture au Québec. Maintenant, il y a 50 des cultures qui sont des grains. Okay? Et là-dedans, on a 750 000 hectares de maïs et de soya. Donc, si on regarde sur la figure, le maïs-soya représente à peu près 38 des superficies cultivées au Québec, versus les prairies qui sont à 32, les pâturages à 36. Donc, il y a un équilibre, ou en tout cas des proportions qui sont similaires entre le maïs, soya et les plantes fourragères. Donc, ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. Ceci a des impacts parce qu'on se retrouve avec des pratiques agricoles qui sont peut-être un peu moins durables. On se retrouve avec beaucoup d'espèces annuelles, donc du travail du sol annuel. Utilisation un petit peu plus importante de fertilisants minéraux, de pesticides, que l'on peut en partie atténuer par des pratiques bénéfiques de travail réduit du sol, de culture, de couverture. Par contre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est, au Québec, on a 2 millions d'hectares en culture, puis des plantes fourragères, bien, peut-être qu'on pourrait en avoir, pas partout, mais au moins, les sols pourraient en avoir un petit peu plus qu'ils en ont présentement. Donc, est-ce qu'on peut introduire des plantes fourragères pérennes dans nos rotations de culture pour engranger plus de bénéfices environnementaux? Et là, le plan d'agriculture durable vient se positionner là-dedans. Et en fait, le ministre a fait une annonce la semaine dernière. Et puis, bon, c'est un peu en lien avec ma présentation, malgré que ça n'était pas prévu de cette façon-là. Donc, juste pour rappeler rapidement, c'est quoi les objectifs du PAD? Il y a 5 objectifs. Réduire l'usage des pesticides puis leurs risques pour la santé et l'environnement. Améliorer la santé et la conservation des sols. Améliorer la gestion des matières fertilisantes. Optimiser la gestion de l'eau et améliorer la biodiversité. Les services écosystémiques des plantes fourragères pérennes sont bien connus, sont bien documentés. Marie-Noëlle Thivierge les a présentés à la dernière édition du colloque de plantes fourragères en 2000. Okay? Donc, au niveau des sols, au niveau de la biodiversité, au niveau de la qualité de l'eau, fertilisation et tout ça. Okay? On sait également que les plantes fourragères pérennes en rotation dans les cultures de maïs grain vont permettre d'augmenter les rendements de 15 à 28 okay? Vont également favoriser une stabilité des rendements d'une année à l'autre. Okay? Mais il doit manquer quelque chose parce que ça se fait très peu. Et là, c'est intéressant parce que on se retrouve en Iowa où, en 2021, il y a une étude qui a été faite, qui est sortie, où les producteurs sont conscients, les producteurs de maïs-soya sont conscients des impacts négatifs de ces cultures en continu sur leur sol. Okay? Ils connaissent à 80 les avantages économiques de faire des rotations et ils connaissent aussi à 65 les avantages environnementaux d'introduire des rotations. Et dans ce cas-là, les rotations, c'était les petits grains, donc blé, orge, ou des plantes fourragères. Donc, c'est connu. Mais ils ne le font pas. Okay? Et qu'est-ce qui est ressorti de cette étude-là? C'est qu'ils questionnent la profitabilité de faire ça. Et l'autre gros problème aussi, c'est qu'ils ont un manque de support technique et d'équipement. Okay? Donc, ils n'ont peut-être plus l'équipement pour faire des plantes fourragères. Donc, au Québec, si on se resitue dans notre province, si vous voulez, est-ce qu'on peut envisager de réintroduire des cultures fourragères pérennes dans les rotations maïs-soya? Donc, comme c'est soulevé en Iowa, est-ce que ça serait suffisant d'avoir une meilleure connaissance de c'est quoi les besoins? Est-ce que si on avait plus d'expertise technique, donc de conseillers formés dans le domaine des plantes fourragères pérennes,
Est-ce qu'on avait une meilleure démonstration de la profitabilité au niveau des sols et des cultures? Est-ce que ça nous permettrait d'introduire plus de plantes fourragères pérennes? Donc là, j'arrive avec le PAD parce que les choses viennent s'entrecroiser. Donc, le PAD, pour les années 2020-2030, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rétribue, et c'est ça l'annonce du ministre la semaine dernière, rétribue l'atteinte de cibles environnementales en lien avec des pratiques agricoles. Okay? Ils utilisent des indicateurs, ce qui est une bonne chose parce que ça permet d'atteindre des cibles. Certains bémols, une fois que la cible est atteinte, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a encore des questions là, qui doivent être répondues. Le PAD aussi amène d'autres aspects. Un aspect recherche, développement des connaissances. Donc, on connaît des choses, mais encore des choses qu'on ne connaît pas. Également, il y a tout l'aspect transfert, formation, accompagnement, que là, j'ai réuni dans une même ligne en disant, ça, c'est les aspects plus sociaux parce que ça demande une interaction entre les individus. Je peux faire de la formation puis du transfert en ligne, mais lorsqu'il y a des décisions à prendre, à un moment donné, il faut que les choses se passent en personne. Donc, est-ce que le PAD favorise le retour des plantes fourragères dans les rotations? Pour certaines entreprises, oui. On l'a vu la semaine dernière, qu'est-ce qui est annoncé pour à partir de 2022? Il y a un incitatif financier pour des bénéfices économiques dès aujourd'hui. Donc, le calcul est simple. Il y a des dollars qui sont donnés, qui sont mis sur une entreprise agricole maintenant pour assurer que ses revenus dans le futur vont être stables. Okay? Donc, je travaille sur l'environnement, je paye aujourd'hui, puis je stabilise mes revenus dans le futur parce que j'ai travaillé au niveau de l'environnement. Mais la question qui se pose, puis elle va se poser, puis on va voir les résultats de cette rétribution-là, quel niveau d'incitatif économique est nécessaire pour que ça bouge? Et c'est là que les aspects sociaux s'invitent, okay? dans la photo, si vous voulez. Parce que là, c'est le producteur, c'est les interactions avec ses conseillers et tout ça. Donc, chaque entreprise va avoir son seuil. Okay? Ça l'implique des modifications, ça l'implique de s'adapter au changement. Et pour que je m'adapte au changement, bien, mon seuil, dépendant d'une personne à l'autre, le seuil va être différent et la valeur économique va être différente également. Donc, si je regarde maintenant, ça c'est la situation actuelle, donc si je regarde maintenant vers 2030, parce que le PAD s'en va vers le 2030, on est encore aujourd'hui à essayer de grappiller des hectares chez les producteurs de grains pour mettre des plantes fourragères. Okay? Mais les choses évoluent très, très rapidement. Et entre autres, les consommateurs sont de plus en plus critiques face aux techniques de production et à leurs impacts sur l'environnement et le climat. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si ça ne fonctionne pas, le consommateur n'est pas content, il va cesser d'acheter certains produits agricoles. Et lorsque ça se passe, c'est très difficile de ramener et de renverser la vapeur. Okay? Donc, qu'est-ce que je peux faire au niveau des plantes fourragères pour 2030? Comment je pourrais favoriser la réintroduction des cultures fourragères dans les rotations? Il y a deux avenues possibles assez rapidement. Un, d'améliorer la qualité des fourrages, puis deux, de développer le commerce. Si on regarde ça une après l'autre, au niveau de la qualité des fourrages, on sait que les plantes fourragères pérennes qui sont récoltées à des stades de maturité précoces vont être de meilleure qualité, vont être consommées en plus grande quantité par les animaux. Par contre, les rendements à l'hectare vont être un peu moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de créer un nouvel équilibre entre l'offre, parce que j'ai un peu moins de rendement à l'hectare, puis la demande, parce que les animaux vont en manger plus. Ça va avoir un impact économique aussi intéressant. Okay? Donc, ça nécessite d'augmenter, je peux augmenter assez rapidement mes superficies en culture de plantes fourragères et je pourrais les utiliser, ces plantes fourragères-là. L'autre aspect, c'était développer le commerce de foin. Les marchés pour du foin de qualité sont en progression. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même un manque d'infrastructures adéquates, puis là, on pense au séchage, pour avoir une augmentation très importante de production de foin de commerce au Québec. Il faut y aller par étapes. Mais il y a quand même une expansion du marché du commerce de foin au niveau local
puis beaucoup au niveau de l'exportation. Okay? Aux États-Unis, les périodes de sécheresse, dans l'Ouest canadien également. Donc, on a vu ce qui s'est passé en 2021. Donc, il y a un marché qui se développe assez rapidement pour le foin de commerce. Donc, ça aussi, ça serait favorable à l'accroissement des superficies en plantes fourragères pérennes. Donc, si je vais maintenant du côté PAD, pour un horizon 2030, le PAD, c'est un outil dans un coffre à outils. Okay? Donc, ce n'est pas un outil universel, c'est un des outils que les conseillers, que les producteurs vont avoir pour travailler. Et l'autre chose qui est importante de réaliser, c'est bien écrit dans le PAD, et le ministre l'a bien souligné la semaine dernière, les mesures qui sont mises de l'avant présentement sont pour la période 2020-2025. Donc, ces mesures-là pourraient ou vont évoluer dans la période 2025-2030. Okay? Donc, la donne pourrait changer pour les plantes fourragères pérennes. Donc, un PAD, si je regarde à l'aube des années 2030, donc je pense plus loin un peu, 2025-2030, le PAD, présentement, il cible les pratiques culturelles, okay? Alors que les productions animales sont prédominantes au Québec. Donc, ça, qu'est-ce que ça crée? C'est peut-être un petit peu un petit bris, je vous dirais, dans le sens que pour les plantes fourragères, elles sont principalement tributaires des productions laitières et bovines. Okay? Donc, si le PAD amenait une considération différente de ces productions, ça pourrait modifier l'évolution des pratiques agricole, parce que si je viens influencer ce qui se passe au niveau animal, bien, ça pourrait influencer la production des plantes fourragères, parce qu'elle est très, très, très dépendante des productions animales. L'autre chose aussi, c'est que l'adoption des nouvelles pratiques va être va être tributaire de la coopération des chefs d'entreprise animale. Hein. Les productions végétales sont produites en grande partie par des producteurs de production animale. Donc, à long terme, si je veux avoir un impact à long terme, il va falloir que les producteurs animaux, dans le domaine des productions animales, aient plus peut-être de mots à dire dans ce processus-là. L'autre aspect pour 2030 qui a un très gros impact, c'est toute la question des changements climatiques. Okay? Lorsque le PAD a été écrit, en 2020, on parlait des changements climatiques, on disait, bon, c'est des choses qui s'en viennent, il va falloir faire attention. Pouf, est arrivé 2020, l'été 2020, est arrivé l'été 2021 dans l'Ouest canadien. Ça nous rattrape, là, à vitesse grand V, toute la question des changements climatiques. Et là, ça commence à avoir un impact très important, puis les consommateurs commencent à être passablement inquiets. L'autre chose qui est à l'avant-plan, c'est toute la question de carboneutralité, okay? Donc des produits à incidence carboneutre, si vous voulez. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est que présentement, l'agriculture ne fait pas trop partie de la solution à l'intérieur du PAD. C'est vrai que le PAD nous parle d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'il faut réduire nos émissions carbone en lien avec l'agriculture, mais à part le fait d'augmenter la matière organique qui va garder du carbone dans le sol, on n'a pas beaucoup d'accent ou d'objectifs qui est mis en fonction de la carboneutralité que pourrait nous amener la production agricole. Et en fait, là, présentement, toute la planète, okay, mise sur la séquestration du carbone via la plantation d'arbres. Okay? Qu'est-ce qui est super intéressant, si vous allez sur le site d'Environnement et Changement climatique Canada, dépendant des années, s'il y a des infestations d'insectes et des feux de forêt, comme on a connu dans l'Ouest canadien, il y a des années où la forêt canadienne émet du CO2. Okay? Donc, il y a un équilibre là, d'une année sur l'autre au cours des 5 dernières années. Là, il y a une espèce d'équilibre entre ce qui est émis en CO2 puis ce qui est séquestré en CO2 par la forêt. Donc, ce n'est pas la seule solution. Il va falloir trouver une autre solution. Et là, bien, la solution qu'il faut regarder, c'est l'agriculture. Okay? Donc, l'agriculture peut et doit aussi servir à séquestrer le carbone.
sais, la matière organique du sol, c'est du carbone. Donc, il y a énormément de carbone dans le sol. Et on pourrait se dire, pourquoi ne pas penser à l'opportunité d'accumuler des crédits carbone? Okay? C'est sûr qu'il y a une inquiétude face à la perte de carbone, parce que si je l'accumule dans le sol et ensuite j'utilise des cultures qui font que ma matière organique rediminue, bien, c'est sûr que le carbone qui était emmagasiné dans le sol va se retrouver dans l'atmosphère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je ne peux pas juste travailler sur le bout, bien, je dis, je vais accumuler de la matière organique, mais il faut que je mette de l'avant des pratiques culturelles appropriées, puis à long terme, de regarder ça dans un système agricole. Et donc, les plantes fourragères pérennes font partie et doivent faire partie d'une solution agricole face au changement climatique. Les plantes fourragères pérennes peuvent permettre de séquestrer le carbone. Donc là, je suis rendu dans un PAD 2.0, vraiment pour la période 2025-2030. Okay? Je suis rendu à suggérer des choses pour qu'on regarde en avant. L'Europe a initié l'approche 4 pour 1000, qui est une augmentation de 0,4 par année de la matière organique. Donc, si je le fais sur 5 ans, normalement, je pourrais augmenter ma matière organique de 2 dans certains sols si j'ai les pratiques culturelles appropriées. La résultante de ça, pour l'Europe et pour nous aussi, ça pourrait être des crédits carbone. On pourrait avoir des crédits carbone qui sont produits à partir de nos champs de plantes fourragères. Et là, la question se pose, qu'est-ce que je fais avec ces crédits carbone-là? Okay? Puis c'était dans la presse ce matin. Okay? Qu'est-ce qu'on fait avec les crédits carbone? Je pourrais les monnayer. Un producteur pourrait dire, je vais sur le marché, je les monnaie. Présentement, il y a la bourse du carbone au Québec. Il y a aussi le marché gré à gré. Les compagnies sont intéressées à acheter des crédits carbone. Mais on ne joue pas au Scrabble, okay, avec les crédits carbone. Il n'y a pas de mot compte double. Okay? Donc, ce qui est important, c'est que quand je vends mes crédits carbone à quelqu'un ou à une autre compagnie, je ne peux pas les utiliser ailleurs. Okay? Donc, qu'est-ce que je pense? C'est qu'on devrait plutôt utiliser nos crédits carbone pour constituer la base d'une production alimentaire carboneutre au Québec. Et il faut se décider rapidement parce que les compagnies achètent des crédits carbone pour 20 ans ou 40 ans. Donc, rapidement, il faut se positionner pour voir comment on obtient une agriculture carboneutre au Québec. Les plantes fourragères sont à la base de certaines productions. Fait qu'il faut voir comment je peux intégrer ça dans un système agricole pour m'assurer que mes crédits carbone servent à l'intérieur de la production alimentaire et servent à nous produire des aliments carboneutres au Québec. Donc, en conclusion, l'agriculture durable au Québec passe nécessairement par les plantes fourragères pérennes. Comment je peux les réintégrer dans les pratiques culturelles au Québec? Il y a des moyens d'augmenter mes superficies tout en utilisant plus de plantes fourragères et sans qu'on se retrouve avec du foin empilé dans des ranges. Okay? Et les plantes fourragères jouent un rôle essentiel dans la carboneutralité de la production agricole au Québec. Et les plantes fourragères vont avoir un plan aujourd'hui pour demain. Est-ce que ça sera un plan 2.0, le PAD 2.0? Est-ce que ça sera un autre plan? Mais c'est certain qu'il faut, dès aujourd'hui, planifier que les plantes fourragères vont, en horizon de 2030, vont être en mesure d'être impliquées dans toute la question de changement climatique et de carboneutralité. Merci.